Oh, ça a été lancé, ça, le 15 septembre dernier. Et je veux préciser qu'il ne s'agit pas ici d'une biographie de RBO. Je ne raconte pas, par exemple, les relations là, personnelles entre les membres de RBO. Moi, je m'intéresse à l'histoire, si vous voulez, industrielle du groupe. C'est ça. Industriel, vous choisissez ce mot-là délibérément. Moi, j'aurais dit culturel, non? On parle ici d'une industrie culturelle, justement. Alors voilà. Ce qui dit industriel, pourquoi? Parce que c'est l'industrie du rire? Ben, écoutez, c'est parce que, voyez-vous, par exemple, en humour, comme en n'importe quel, comme dans n'importe quel mode d'expression culturelle, il y a toujours un aspect culturel, dans le sens, un aspect industriel, dans le sens où il existe, par exemple, d'importants investissements de capital, une division du travail et aussi une reproduction à grande échelle qui est en général mécanisée. Ce qui s'appliquait à Rock et Belles-Oreilles. C'est-à-dire que, par exemple, l'organisation d'un spectacle de RBO nécessitait l'investissement de quelques centaines de milliers de dollars. On pense au spectacle Bête de scène. Bon, il y avait une division du travail. Il y en avait qui s'occupaient du maquillage, des costumes, des éclairages. RBO qui eux-mêmes créaient leurs numéros, les interprétaient. Louis Saya qui les mettait en scène. En plus, bon, la mécanisation, ils se déplaçaient en camion, puis évidemment, le tout était alimenté à l'électricité. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Mais par contre, ce qui distingue de l'industrie, d'une industrie classique, par exemple, qui va fabriquer des boulons ou des clous ou des scies à chaîne, c'est que ça reste quand même un instrument de diffusion du fruit de la création humaine. Ils sont aussi obligés, en quelque sorte, de renouveler constamment leur contenu. Parce que c'est certain qu'on ne peut pas interpréter 100 000 fois. On va écouter Le Feu sauvage de l'amour, par exemple, une fois, deux fois, trois fois, on va adorer, mais au bout de 25 fois, là, on change de disque. Voilà, donc soumis à une obligation de renouvellement et aussi à une demande aléatoire. C'est que le public va aimer ou ne pas aimer, va acheter ou ne pas acheter. Ce que je retiens, moi, de RBO, à l'époque où ils étaient en ondes, ils avaient un pouvoir de création extraordinaire. Oui. Il y avait un capital humain, là, créatif, exceptionnel. Ils travaillaient très fort, ces gens-là. Si vous me passez l'anglicisme, on parle ici d'un powerhouse créatif absolument unique au Québec. Qui était... Et ce qui les caractérise, ce qui les différencie, parce que, bon, l'industrie de l'humour au Québec est la plus florissante là, parmi les industries culturelles. C'est plus rentable de faire de l'humour que de chanter, par exemple. Mais ce qui les distingue, c'est que RBO a toujours réussi aussi non seulement à rester original dans ses contenus, mais aussi a réussi à gérer sa carrière de manière à rester indépendant. Par exemple, ils n'ont jamais signé avec l'ami Gilbert Rozon, qui a ses grandes qualités et aussi ses quelques défauts. Mais par contre, c'est qu'ils ont toujours réussi à rester indépendants et ils ont réussi aussi à quand même nouer des partenariats stratégiques. Je pense par exemple aux partenariats stratégiques qu'ils ont noués avec l'équipe Spectra, qui les a appuyés tout le long de leur carrière professionnelle. Et qui a dû sans doute aussi gérer leur tournée. Oui, en fait, là, on parle plutôt ici de Jacques Primeau, qui est le 6e RBO. Oui, parce que Jacques Primeau est actionnaire d'ailleurs de RBO Incorporé. Oui. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs tantôt que j'évoquais pour ça que je me servais du mot partenariat, dans le sens où RBO n'a jamais été représenté, n'a jamais été produit par Spectra. C'est eux autres mêmes qui se produisaient. Spectra les coproduisait. Et Jacques Primeau, d'accord, avait un bureau dans les locaux de Spectra, mais par contre, c'est que sa tâche principale, c'était la gestion de la carrière de RBO. Il est toujours présent, Primeau, d'ailleurs, dans la carrière de Lepage. Il est toujours présent dans la carrière. Écoutez, là, ses affaires sont florissantes parce qu'on parle ici quand même d'un homme qui a un instinct remarquable qui, grâce, entre autres, par exemple, avec Guy Lepage, ils ont découvert... Guy Lepage a Il y a des choses que vous ne voulez pas dire, ou dites-le autrement. Non, mais en fait, c'est pas que je ne veux pas le dire, c'est parce que disons, ça risque d'être tout croche, en fait. C'est que Jacques Primeau, c'est quand même un bon découvreur de talent. C'est un gars qui est doté d'un instinct très sûr et aussi c'est un homme d'affaires qui est brillant.
Ce n'est pas pour rien s'il occupe un rôle aussi central dans le lancement et la croissance du quartier des spectacles de Montréal. Alors, on parle quand même d'un acteur culturel important. Et il a fait ses premières armes en même temps que les membres de RBO. Pourquoi avoir écrit ce livre, M. Lompré? C'est tout simplement parce que RBO, je pense, est unique, important dans l'industrie de l'humour, dans l'histoire de l'humour au Québec. C'est un groupe qui vous intéressait par-dessus tout pour consacrer autant d'heures à l'écriture de cela et faire une recherche considérable aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est un groupe qui m'intéressait autant que les cyniques que j'ai connus durant mon enfance. RBO, d'après moi, est aussi important que les cyniques. RBO était un groupe irrévérencieux. Qu'avez-vous à dire à ce sujet-là? Par exemple, certains artistes les aimaient pas parce qu'ils les descendaient tout à fait gratuitement. Oui, tout à fait gratuitement. Là, ça dépend. C'est que... ils ont écorché Céline Dion, beaucoup d'autres. Dion, mais de toute façon, tout personnage public est susceptible d'être sujet à la caricature. Parfois, c'était méchant. Moi, je connais du monde qui les trouvait très méchants. Oui, effectivement, il y a du monde qui les trouvait méchants, mais ça, encore là, tu sais, il y a des gags méchants, par exemple, qu'ils ont, par exemple, ils se sont servis pour cible, Belgazou, pauvre Mme Guérin, qui se faisait lancer des tomates de Provigo durant un de ses vidéoclips. Francis Martin aussi. Ouais, mais Francis Martin, qui tout de même s'est réconcilié en quelque sorte avec eux, parce qu'il a quand même joué dans un de leurs téléfilms. Ah oui, effectivement, RBO a produit des téléfilms qui ont été diffusés à Super Écran après leur passage à Radio-Canada. Et Francis Martin joue dans l'un d'entre eux. Donc, on ne peut pas parler ici de guerre ouverte, là. C'est certain que Céline Dion n'ira jamais, par exemple, sur le plateau de Tout le monde en parle, ça, on s'entend, là.